Bienvenue dans le podcast Tech de Ayrton. Je suis Charlie Ami, CTO chez Ayrton, une société d'ingénierie spécialisée dans l'Internet des objets et la conception de produits intelligents. Dans cette série, nous discutons librement des sujets techniques qui nous animent dans le quotidien de nos projets, des échanges libres et sans filtre. Pour en savoir plus sur nous, rendez-vous sur le site ayrton.fr. Bonne écoute. Bonjour Jérôme. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler numérique responsable, Green IT, avec toi Jérôme. On s'est rencontrés il y a maintenant quelques années. Tu étais alors architecte logiciel sur des projets M2M, mais tu as ensuite cultivé une sensibilité particulière. Tu as amené à ton poste actuel de Sustainable IT Manager. J'espère que je prononce bien. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours et du coup ce rôle en quelques phrases ? Oui, depuis mon époque d'architecte logiciel, déjà j'avais fait une grosse bascule peu de temps après où j'étais passé sur un rôle un peu technico-commercial avancé et donc je vendais du projet web et du projet mobile en particulier. J'ai fait ça pendant quelques années et en fait j'ai eu à un moment une espèce de sentiment de désalignement par rapport à des valeurs écologiques, etc., etc. Et notamment parce que je vendais des projets qui touchaient au monde du smart building et qui faisaient appel à des trucs technologiques hyper avancés pour des fonctionnalités qui étaient pas tellement avancées en fait. Et du coup, ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire oh là là, mais on est en train de mettre des beacons et de faire changer des flottes entières de téléphones mobiles pour que les gens puissent se repérer à l'intérieur d'un bâtiment, alors qu'il suffirait de mettre une signalétique claire et de changer la signalétique des salles de réunion et de mettre des trucs clairs et des flèches qui indiquent clairement la salle A, elle est là, la salle B, elle est là. Ça coûterait 1000 fois moins cher, il y aurait 1000 fois moins d'électronique et ça ferait le même boulot. Ça a commencé à me turlupiner jusqu'au moment où en fait j'ai décidé de quitter mon job. Et du coup, quand je suis parti, je savais absolument pas quoi faire, mais je savais que ça avait un rapport avec ça. Et en fait, c'est tombé à point nommé puisque c'était fin 2018. Un mois et demi avant que je sorte, je suis tombé sur l'étude Lean ICT du Shift Project, qui était pour moi la première fois où je voyais une étude qui parlait d'impact environnemental du numérique et surtout qui mettait des chiffres dessus. Et ça m'a vraiment retourné dans le sens où déjà je comprenais pour la première fois qu'est-ce que c'était cette espèce de dissonance et c'était vraiment ce truc-là. Du coup, je me suis dit, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas ça va être quoi mon prochain boulot, est-ce que je vais aller bosser en ESN, est-ce que je vais aller bosser chez un éditeur, chez un client final, etc. Mais je savais que je voulais que ça ait un rapport avec ça. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis un petit peu renseigné à droite à gauche, je suis tombé sur la terminologie, donc sur le Green IT. J'ai décidé que j'allais faire la formation donc donnée à l'époque par Frédéric Bordage de greenIT.fr sur éco-conception web. En me disant, au moins, je saurais vraiment dans le détail de quoi ça parle. Et en fait, quand j'ai fait cette formation-là, moi, il y a un univers qui s'est ouvert à moi en disant, voilà, ok, déjà, il y a plein de choses à faire. Il y en a vraiment besoin. C'est pas juste du greenwashing, c'est pas juste un coup de peinture. Et plus ça va aller, plus il y en aura besoin. Et donc, partant de ça, je commence à regarder où est-ce que je pouvais bosser dans cette branche-là. La réponse était nulle part, donc du coup je me suis monté en indépendant et puis j'ai fait ça donc pendant 2 ans et demi à peu près, avec des petites missions à droite à gauche pour des clients, donner des cours dans des écoles d'ingénieurs, des choses comme ça. Je bossais aussi avec des collectivités locales qui pour le coup sont relativement en avance sur le sujet par rapport au secteur privé. Fin de l'an dernier, j'étais sollicité par Mano Mano, la boîte où je bosse actuellement, pour prendre un poste de Sustainable IT Manager. Donc en gros, ça y est, maintenant il commence à y avoir des entreprises qui recrutent vraiment des gens pour occuper ce poste-là. Et c'est vraiment une tendance de fond puisque là, maintenant, je rencontre régulièrement des alter ego, essentiellement au sein de la French Tech, mais pas que. Moi, j'ai rencontré 15-20 personnes qui font à peu près le même boulot que moi, ce qui est vachement plus qu'il y a 2 ans. Quoi. D'accord, donc on n'est plus complètement dans la niche, mais ça reste neuf. Donc tu l'as dit, tu as fait des interventions, des cours autour du numérique responsable. Est-ce que tu as une manière un peu choc ? Est-ce que tu as des chiffres pour toi fondamentaux qui mettent en perspective les enjeux autour du numérique ? Oui, j'en ai plein, et comme j'ai pas mes slides, je les connais pas par cœur, mais ce qu'il faut, voilà, totalement dépourvu. Moi, un que j'aime bien, c'est de dire, alors il parle de carbone, ça c'est un sujet sur lequel on pourra revenir plus tard, c'est pas le seul sujet, le carbone dans le numérique, mais en termes d'impact carbone, par exemple, le numérique aujourd'hui, ça a un impact supérieur à celui de l'aviation. Moi, j'aime bien ce chiffre-là parce que clairement, quand on
parle d'avion, ok, on comprend, un avion, ça consomme du kérosène, machin, ça pollue, il faut plus partir en vacances super loin, machin, etc., parce que ça abîme la planète. Et du coup, de se dire, le numérique est quelque chose de beaucoup plus diffus qu'on a au quotidien. Je veux dire, on se lève, la plupart des gens aujourd'hui, maintenant, c'est leur smartphone qui les réveille, ils vont écouter la radio en faisant leur café, c'est probablement une radio numérique sur Alexa ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a plus beaucoup de gens qui écoutent sur un poste FM, ou alors ils vont mettre la télé, ça va passer par leur box, et donc c'est aussi du numérique qui passe par une box fibre ou ADSL. Ils partent bosser dans leur voiture qui est un ordinateur roulant, et ils vont arriver au boulot pour faire des Excel, des PowerPoint toute la journée, etc. Donc vraiment le numérique aujourd'hui c'est un truc constant, quotidien, et pourtant on se dit pas, tiens, c'est comme si je prenais l'avion alors j'ai pas le chiffre, la comparaison précise, mais on se pose pas la question de la même manière. Je sais que en général, les gens réagissent à ce chiffre-là en me disant ah ouais, quand même. Je trouve qu'il est assez intéressant. Après, dans les autres chiffres que j'aime bien, c'est celui du taux de renouvellement des smartphones ou des PC. Je veux dire, donc là, j'ai plus les derniers chiffres, mais les smartphones, ça doit être quelque chose comme entre les 2 ou 3 ans. C'est quand même effarant de se dire que en moyenne, donc en plus c'est une moyenne, en moyenne, les gens renouvellent leur smartphone tous les 2 ou 3 ans, alors que fondamentalement, il fait pas grand-chose de plus. Et certes, il est beaucoup plus puissant, mais il fait pas grand-chose de plus que le premier iPhone que moi j'ai acheté en 2009, quoi. Et puis le dernier chiffre que j'aime bien, c'est de se dire que d'ici quelques années à quelques dizaines d'années, il va y avoir des super gros problèmes au niveau des métaux, de ce qu'on appelle métaux rares, terres rares, tous ces sujets-là, et qui va poser un vrai gros problème parce qu'il va y avoir une raréfaction de la ressource, donc tous les problèmes qu'on peut imaginer derrière en termes de prix, de disponibilité, de qui va avoir accès à ce qui reste, etc., etc. Et donc, comme le numérique est, voilà, il y en a dans notre voiture, dans notre téléphone, et aussi dans le scanner qui va nous aider à détecter si on a un cancer, ou dans tout ce qui est médical. C'est de se dire mais qui va être prioritaire là-dessus. Et donc voilà, il va y avoir des gens qui vont être laissés au bord de la route, et ce sera pas que pour des choses du loisir, ce sera aussi pour des choses comme la santé, la mobilité, l'éducation probablement, puisque on va à marche forcée vers l'éducation numérique, et de se dire il y a ceux qui pourront avoir accès à l'éducation numérique et ceux qui n'y auront pas accès, et ceux-là ça risque de pas très bien se passer pour eux. Ouais, donc c'est vraiment une thématique qui est en plein dans l'air du temps, en plus avec ce qu'on a connu sur les années passées, déjà la tension sur le sourcing, maintenant les prix de l'énergie qui font ces grandes fluctuations, et l'hiver qui s'annonce compliqué de ce point de vue-là. Donc nous, côté Ayrton, on fait la conception de produits, donc on voit beaucoup d'ampleur sur ces sujets d'éco-conception, de réparabilité, avec des choses qui se structurent au niveau aussi légal. Mais quand on parle de logiciels, ce qui est un peu plus ton sujet aujourd'hui chez ManoMano, qu'est-ce que ça veut dire du coup travailler la soutenabilité sur vraiment des sujets IT? Déjà, c'est beaucoup de boulot de vulgarisation et de awareness, parce que de base, c'est pas un sujet aujourd'hui qu'on apprend dans les écoles. Ça devrait le devenir dans un avenir très proche, grâce à la loi Rennes qui est censée faire en sorte que on apprenne ça à minima dans les écoles d'ingénieurs, mais je crois que ça va un peu plus loin que ça, si je dis pas de bêtises. Mais aujourd'hui, les gens, notamment les développeurs, sont pas du tout conscients du sujet, et surtout sont pas du tout conscients justement du fait que c'est eux qui, alors pas eux en particulier, mais en tout cas les produits qu'ils fabriquent, qui peuvent avoir un impact phénoménal environnementalement parlant. Le fait qu'un site web soit optimisé, pas optimisé, qu'une application soit optimisée, pas optimisée, et le sujet du passage à l'échelle, qui est souvent quelque chose qui est sous-évalué dans le monde du logiciel, c'est de se dire ok, j'ai fait par exemple un super logiciel qui permet de s'échanger des vidéos avec ses copains. Des applis comme ça, il y en a des dizaines sur les stores. Quand on est avec 10 copains et qu'on s'échange quelques vidéos, l'impact il est minime. Par contre, quand ça marche et que c'est des millions de personnes qui s'échangent des millions de vidéos, là du coup c'est plus aussi minime que ça. Et en fait c'est quelque chose qu'on sous-évalue régulièrement, c'est le facteur multiplicateur aujourd'hui qu'on peut avoir dans une application, parce que oui, tout se passe bien quand on a un utilisateur pendant 1 minute sur
sur le logiciel. Par contre, quand on a des milliers, voire des millions d'utilisateurs pendant des heures sur son logiciel ou sur son site internet, puisque moi je bosse sur une plateforme e-commerce, l'impact c'est de se dire ah ben oui, mais la moindre petite erreur que je vais faire, erreur au sens la production de CO2 que j'aurais pu éviter, du coup elle va être multipliée par des millions, des milliards de pages vues sur mon site. Et ça aujourd'hui les gens n'ont pas forcément conscience. Et donc du coup, il y a vraiment une responsabilisation à avoir. Et alors certes, les développeurs doivent le savoir que le logiciel qu'ils produisent, il va avoir besoin de puissance, que cette puissance-là, même si on la voit pas, parce qu'elle est dans un cloud ou des choses comme ça, elle existe. Le cloud, c'est jamais que l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Et cet ordinateur, il est extrêmement matériel. Il consomme de l'énergie. Il a utilisé des métaux, des minéraux, du pétrole, etc. Et donc on se rend pas compte quand on déploie son logiciel et qu'il marche comme ça de manière un petit peu magique, que c'est des kilowatts, etc., etc. Il y a quelques années, sur les conférences techniques et même sur tout le secteur, les mots-clés, c'était big data, passage au cloud. Et donc, avec cette promesse de ne vous préoccupez pas de la puissance de calcul, de la quantité de stockage, tout ça, c'est infini, c'est élastique, et puis ça coûte de moins en moins cher. Comment est-ce qu'on arrive à faire cette bascule dans les équipes? Comment est-ce qu'on arrive à rendre visible cet impact qui, justement, était caché? Alors, il y a un énorme boulot à faire déjà sur la mesure. Et la mesure, ça dépend de chaque entreprise, de son type d'activité. Et donc, toutes les entreprises n'ont pas le même modèle. Est-ce qu'elles fabriquent des objets? Est-ce qu'elles vendent des services? Est-ce que ces services ils sont vendus au travers d'un site internet ou pas? Est-ce que c'est notre source principale de business ou pas? Donc, bon, chaque entreprise a son modèle. Et ensuite, quand on regarde un petit peu en dessous ce qui se passe, c'est de faire conscientiser. Alors moi je sais qu'un truc que j'utilise régulièrement parce que ça a le mérite d'être visuel, c'est de comparer ça à des steaks, à des kilomètres de voiture ou des choses comme ça. Et c'est de dire voilà, aujourd'hui notre site web il a consommé comme si on avait fait 14 000 kilomètres de voiture. Et là les gens, ok, ça commence à leur parler. Ou alors notre site internet aujourd'hui il a fait 35 vaches. C'est bête comme chiffre, mais du coup ça permet aux gens de se rendre compte du poids de ce qu'ils font. Et moi, c'est notamment quelque chose que j'utilise régulièrement, justement, quand on parle de la promesse du cloud, etc. Le cloud, c'est un peu de la puissance magique. Moi, je fais partie de la génération qui n'a pas connu ça. La génération de mes parents ont connu ça. C'était l'époque où on leur disait d'éteindre la lumière parce que l'électricité, c'est pas magique. Parce que eux avaient connu une époque où l'électricité, c'était pas encore tout à fait gagné. L'eau courante, c'était pas encore tout à fait gagné pour tout le monde. Et du coup, on laissait pas les robinets couler. L'image du robinet ou de la lumière qu'on laisse allumer, je trouve, c'est assez intéressant. C'est de dire, mais c'est pas parce que on a accès aujourd'hui. Moi, si j'ouvre le robinet de chez moi, je peux sortir des baignoires et des baignoires d'eau sans aucun, je peux le faire. Mais c'est pas pour ça que je vais laisser mes robinets ouverts toute la nuit. Sur le cloud, c'est un peu comme ça qu'il faut essayer de se faire des images comme ça pour matérialiser ça en disant, mais ok, on a tout un tas de robinets qu'on peut ouvrir. Mais c'est pas pour ça qu'on doit les laisser ouverts en permanence. C'est pas le jeu. Et aujourd'hui, il y a une chose, moi je trouve qui permet de réduire ça, c'est l'arrivée de tout ce qui est FinOps, qui sont un petit peu justement qui essayent de regarder ce qu'il y a sous le capot pour se dire là on a des coûts monétaires sur telle ou telle appli, tel ou tel service, etc., etc. GreenOps, c'est encore un terme un peu jeune, mais j'aime bien cette idée-là, surtout qu'en général, on regarde aux mêmes endroits, mais on regarde pas les mêmes choses. C'est-à-dire en FinOps, ils vont regarder est-ce que ça coûte cher, est-ce que ça coûte pas cher, est-ce qu'on pourrait faire mieux. En GreenOps, on regarde est-ce que c'est impactant, est-ce que c'est peu impactant et est-ce qu'on pourrait faire mieux? Mais finalement, on fait à peu près la même chose. On regarde quelle est notre utilisation de serveurs, est-ce qu'on pourrait améliorer ça, est-ce qu'on pourrait baisser la puissance, est-ce qu'on pourrait les éteindre? Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à voir des chiffres quand tu vas chez un Azure, un AWS ou autre? Tu arrives à avoir des grammes de CO2 sur tes différents usages? Donc moi, là, professionnellement, on est principalement chez AWS. Donc on a un reporting de la part d'AWS, un reporting CO2. C'est
c'est très light pour l'instant, clairement. Et surtout, D'accord. c'est des données qu'on a du mal à exploiter parce que c'est des données plutôt pour le reporting annuel quand on fait le bilan carbone une fois par an. Par contre, c'est pas des données D'accord. utilisable au quotidien. On peut pas piloter avec ça, c'est pas possible. Tu peux pas arbitrer entre des choix techniques Non, et de, puis je sais on pas. a des chiffres qui sont donnés sur un mois. Voilà, votre consommation le mois dernier, ça a été ça. Bon, on peut rien piloter avec ça. Nous, le pilotage, il doit se faire à minima à la journée. Des fois, sur certains trucs, il doit se faire presque à l'heure. Après, Hmm. ce qui est intéressant, c'est que on peut assez facilement descendre sur des choses beaucoup plus pragmatiques, ou même si on sait que ça nous donnera pas un chiffre en termes d'impact juste, mais on sait que c'est les facteurs principaux qui vont faire que. Et donc, par exemple, quand on regarde notre consommation cloud, c'est de se dire le nombre de machines, le nombre de CPU, l'occupation des CPU, etc., etc. Ben ça, ok, on sait que mécaniquement, si ça augmente, notre impact il va augmenter. On ne sait pas de combien, mais on sait que ça va augmenter. Donc déjà, une bonne pratique, c'est de se dire, bah voilà, on fait en sorte de limiter au maximum cette augmentation-là. Et il y a des éléments quantitatifs comme ça qui sont assez simples à gérer. Par exemple, sur le sujet des emails, qui est un sujet, alors c'est pareil, c'est un peu le sujet de l'arbre qui cache la forêt, parce qu'en général, Alors, il y a beaucoup de débats sur les chiffres, je crois, en ce moment. les chiffres sont à prendre avec énormément de pincettes. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que moins d'emails et moins de pièces jointes dans les emails, mécaniquement, quel que soit le facteur d'impact qui soit le bon, mécaniquement, si on envoie moins d'emails et moins de pièces jointes dans les emails, ça va faire baisser l'impact. Quand on prend ces choses-là, du coup, en fait, ça devient hyper simple. On a eu, il y a pas longtemps, un débat sur les machines. Et faut-il prendre du matériel reconditionné ou pas, etc. Voilà, c'était un débat qu'on a eu récemment au boulot. L'idée, c'est plus de se dire quelle est la durée de vie de mon parc de machines. Donc, type de machine par type de machine, évidemment, parce qu'un laptop, ça n'a pas la même durée de vie qu'un serveur, etc. Et de se dire, bah, comment est-ce que je fais pour le maximiser? Il faut retomber sur des indicateurs simples. Après, le fait de traduire ça en carbone, en utilisation des ressources abiotiques, en pollution de l'eau, etc., c'est top si on arrive à le faire, mais on n'a pas besoin d'arriver jusque-là pour passer à l'acte. Du coup, dans ton rôle de Sustainable IT Manager, c'est quoi les différents domaines dans lesquels tu interviens? T'as quelle place dans la structure? C'est quoi ta boîte à outils? Il y a plein de sujets. C'est un boulot. Ce qui est chouette dans ce boulot-là, c'est qu'il y a plein de choses et tous les jours ça change. Comme je disais, il y a énormément de boulot, surtout que ça fait moins d'un an que je suis arrivé. Il y a une énorme partie sur la mesure parce que les gens ont besoin de comprendre justement quel est leur impact, et ils ont besoin de comprendre comment est-ce qu'ils peuvent améliorer cet impact. C'est assez facile au niveau de la boîte en général de faire un chiffre global. On prend tout le nombre de machines, on prend le nombre de serveurs, on prend le nombre de pages vues sur le site internet. Enfin voilà, c'est assez facile de faire un chiffre annuel pour mettre dans un bilan carbone. Par contre, c'est beaucoup plus difficile au quotidien de dire ah oui, mais vous, bah finalement, le site web, vous y touchez pas, vous envoyez pas d'email, vous utilisez pas beaucoup de ressources machines. Ah, par contre, vous faites du big data, donc vous utilisez énormément de puissance de calcul. Et donc, il faut, comme ça, équipe par équipe, arriver à trouver des métriques significatives par rapport à leur activité, en disant, ben voilà, si vous avez un effort à faire, puisque tout le monde doit faire un effort, notamment pour arriver à atteindre les accords de Paris, et donc d'avoir quelque chose de moins 5, moins 6, moins 7% par an, moins 5% par an, ça veut dire tout le monde doit faire moins 5% par an. Et donc, c'est pas la même chose de dire tu es développeur front office, donc tu fais des pages web toute la journée. Ton boulot et la manière dont tu vas devoir optimiser ton travail, c'est pas la même chose que tu es ingénieur big data, et toi, ton boulot, c'est de traiter des masses de données phénoménales pour en extraire des infos pertinentes. Donc, déjà, ça me prend énormément de temps, comme ça, d'accompagner les équipes en leur disant, toi, tes métriques, ça va être telle métrique, telle métrique, telle métrique, et c'est ça les facteurs qu'il faut que tu optimises si tu veux améliorer ton impact. Ensuite, le deuxième job que je fais, c'est énormément de sensibilisation, formation à tout ce qui est Green IT. Donc déjà, expliquer
tout ce que je suis en train d'expliquer là, par exemple, et donc d'expliquer d'une manière la plus compréhensible possible et au maximum d'équipes possibles, donc l'impact du numérique et qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans leur pratique quotidienne. Et là, c'est pareil, on s'adresse pas de la même manière à une équipe de développeurs back-office qu'à une équipe de UX designer, qu'à un product owner qui fait très peu de technique, etc., etc. Donc ça, c'est un deuxième point assez important. Le troisième point, c'est de l'accompagnement projet. Aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'avoir des gens pour qui justement la sensibilisation a bien marché et qui me sollicitent en disant j'aimerais bien améliorer ma pratique au quotidien, j'ai eu une idée, est-ce que ça pourrait améliorer notre impact ou pas si je faisais ça? Et donc là, c'est de bosser avec eux en disant oui, c'est une bonne idée, non, c'est pas une bonne idée parce que il va y avoir un effet rebond ou des choses comme ça, ou alors oui, c'est une bonne idée, mais ça va être beaucoup de boulot pour quelque chose de peu significatif, ou à contrario de dire ah bah oui, là il y a un super impact à aller chercher en cas de coup de cuillère à peau, voilà. Ok. Et puis donc ça, ouais, c'est vraiment le principal de mes activités. Et après, c'est de faire de la veille, c'est-à-dire de se dire comment est-ce qu'on pourrait aller chercher des améliorations significatives dans notre activité. Et ça, c'est à la fois du très court terme et du très long terme, en disant, ben voilà, à très court terme, on pourrait, par exemple, sur notre site internet, ce qui nous permettrait de gratter quelques pourcents, mais très très vite. Et à contrario, de réfléchir sur du très long terme. Et c'est comment est-ce qu'on se prépare à avoir ces changements majeurs sur notre manière de travailler. Ok. Et justement, qu'est-ce que tu vois sur la suite? C'est quoi l'avenir de ces postes et responsabilités qui se créent? Est-ce que ça nous emmène? Est-ce que tu vois des grandes tendances, des choses nouvelles aussi que tu vois pointer à l'horizon sur cette dimension? Ce que je vois de très positif, c'est que justement, aujourd'hui, c'est un sujet qui commence à être connu de base. Il y a de plus en plus rarement des gens que je croise qui n'ont jamais entendu parler du sujet. Voilà, des fois c'est un peu, les messages sont un peu rapides et un peu systématiques, et on a encore des gens qui nous disent ah oui mais moi c'est bon, je suis au top, j'ai vidé ma boîte mail, mais n'empêche que ça existe. Enfin, je veux dire, c'est même s'ils comprennent pas les tenants et les aboutissants, ils sont conscients que ce qu'ils font dans leur vie numérique a un impact. Donc, on va dire, c'est déjà un bon début. Ça, c'est vraiment le point hyper positif. Le point, je pense, négatif, c'est que on est notamment sur le numérique, on est vraiment dans du technosolutionnisme. On a toujours l'impression que demain, il y a un truc nouveau qui va nous sauver, alors que, pour l'instant, le truc nouveau, on le voit pas. Enfin, en tout cas, des choses qui fondamentalement vont réduire l'impact du numérique, on n'en voit pas. Et on a beau avoir des centres de données qui nous parlent de plein de nouvelles techno, etc. Mais finalement, on va gratter quelques pourcents, voire quelques dixièmes de pourcents. Voilà, alors que c'est moins 5% par an qu'il faudrait aller gratter. Et puis, d'une manière générale, on va quand même vers un alourdissement ahurissant des poids, des applis, des sites web, etc. Et ça, moi, ça me choque que ça choque personne, en fait. Mais c'est un peu la même chose que pour les voitures. Je veux dire, il y a 30 ans, on avait des voitures qui pesaient 1 tonne toutes mouillées. Et voilà, c'était normal d'avoir une voiture qui pesait 1 tonne toute mouillée. Aujourd'hui, on a des voitures qui sont 2 fois plus lourdes, pour la même place à l'intérieur et qui consomment autant, voire plus. Et ça choque personne de se dire, mais comment ça se fait que 30 ans plus tard, on n'ait pas des voitures qui fassent 0,5 litres au 100? Et pour le numérique, c'est un peu pareil. C'est de se dire, je comprends pas. Aujourd'hui, on devrait arriver à des pages qui pèsent quelques octets, des choses comme ça. Et non, on nous dit non, aujourd'hui ta page, si t'as pas la 4G ou si t'as pas machin, ta page elle marchera pas parce qu'elle est trop lourde, parce qu'il y a des vidéos partout. Ça c'est vraiment pas rassurant pour la suite. Et surtout quand on voit notamment tout ce qui est énergie pour cet hiver, c'est assez préoccupant de se dire on est quand même ultra dépendant dans notre vie quotidienne de l'utilisation de l'outil numérique, et il y a aucun effort, même pas en termes de résilience, qui est fait, quoi. J'ai la chance d'être en full remote dans mon job. Si cet hiver j'ai pas d'électricité, ou s'il y a pas d'électricité là où est mon employeur, je peux pas bosser. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais être en congé sans solde? Est-ce que je vais être, enfin voilà, ça va être un peu bizarre de se dire est-ce que je vais être payé? Est-ce que je peux être payé parce qu'il y aura pas d'électricité? Et surtout parce qu'on n'aura pas fait l'effort de résilience ou de sobriété qui permettrait de dire en fait on pourrait laisser le réseau tourner parce qu'il
consomme rien. Non, là aujourd'hui, on fait des visios en HD et des choses comme ça, et on se pose pas la question de qu'est-ce qui se passerait si ça pouvait mal se passer. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. Ça. Je suis retombé il y a pas très longtemps sur un bouquin, un vieux bouquin de design de site HTML où il y avait des pages et des pages qui expliquaient comment optimiser la taille de ton GIF pour limiter la palette de couleurs dedans et que tu passes de 1,1 kilooctets à 600 octets. Donc c'était vraiment d'autres dimensions, tu vois, avec les modems 56K et ce qu'on avait à l'époque. Ah, tout à fait, ouais. Et ça semble, c'est absurde du point de vue des pratiques actuelles. Mais peut-être effectivement qu'il faut qu'on revienne à ça. Ce qui est intéressant sur le domaine de l'IoT, c'est qu'on touche un peu à ça sur certaines technos de communication, sur de l'embarqué, qui sont sur batterie, qui sont très contraints, même si de plus en plus on a de la puissance là aussi. Mais il y a cette culture-là qui existe de la contrainte, de l'embarqué. Voilà, transmettre quelques octets, ça existe quand on fait du LoRa, du Sigfox. Donc il y a ce monde-là quelque part qui a peut-être des outils à amener à l'IT au sens plus large, qui a basculé, qui a eu droit en tout cas à cette culture de tout est possible et on améliore le quotidien des développeurs avec des frameworks pour faire du front, du coup des sites web qui font des mégaoctets, Voilà. Ouais, complètement. C'est très intéressant. Par rapport à cette remarque-là, c'est intéressant. Moi, ça me fait penser à plusieurs trucs. Le premier, c'est que clairement, aujourd'hui, côté on va dire, techno-web au sens large, hein, puisque moi, c'est dans ce monde-là que je grenouille, clairement, on n'a plus ces outils-là. C'est extrêmement compliqué de les avoir, et notamment avec toute l'abstraction qu'on peut avoir au niveau du monde du cloud. Aujourd'hui, c'est impossible, par exemple, sur un serveur que tu ne possèdes pas, c'est impossible de savoir qu'est-ce qui consomme en termes de délai, tu vois, tout simplement. De dire, aujourd'hui, mon serveur, il a mangé tant de kilowatts. Bon, ça, c'est simple. Je veux dire, c'est simple et c'est tout compris. Ton serveur, tu fais ce que tu veux dessus, mais tu sais combien il consomme. Et cette info-là, aujourd'hui, c'est extrêmement difficile, voire impossible de l'avoir. Et du coup, comme je disais, tu es obligé de passer par des indicateurs proxy pour essayer de deviner, même si tu n'auras pas les kilowatts, tu auras peut-être des indications là-dessus. Donc oui, clairement, là, le monde de l'IoT, il y a des choses qui ont toujours existé dans ce monde-là, qui mériteraient d'être diffusées beaucoup plus largement. La deuxième remarque, c'est par rapport à ce que tu disais sur l'optimisation des GIFs et tout ça. Un truc, moi, c'est je bosse énormément avec les équipes qui font de la web perf parce que, évidemment, pour un site internet, la web perf, le SEO, toutes ces choses-là sont des éléments extrêmement importants. Et en fait, des fois, on en revient à se poser ces questions-là. Donc, c'est vraiment que la boucle est bouclée. C'est de se dire, si nos images étaient compressées comme ça et pas comme ça, on gagnerait X kilooctets ou X mégaoctets sur notre page, et X mégaoctets dans le temps de réponse de la page. Alors, j'ai plus le nom des indicateurs de WebPerf, mais voilà, sur le temps d'affichage de la page, finalement, on va gratter quelques millisecondes à droite à gauche qui vont faire que les moteurs de recherche vont nous considérer comme un site rapide ou comme un site lent. Ok. Tout comme tout à l'heure, tu disais le GreenOps qui va dans le même sens que le FinOps. Donc, optimiser la conso, c'est aussi optimiser les factures. Là, tu dis optimiser les consommations, c'est aussi optimiser l'expérience utilisateur dans les cas du web. Ouais, complètement. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent sous-évalué, je pense, dans le monde du web. Il y a encore une espèce de je sais pas comment on pourrait appeler ça, une espèce de légende urbaine qui veut que les gens, ils veulent en avoir plein les yeux, etc., etc. Enfin, on a l'impression d'avoir les trucs du web d'il y a 20 ans, où, oui, des fois, t'arrivais sur un site qui était vraiment totalement différent des autres et tu disais, waouh, ça c'est chouette, ça c'est beau, c'est flash, voilà, non, mais c'est exactement ça. Mais ça, aujourd'hui, ça existe plus. Des sites web, on en mange tous des dizaines et des dizaines par jour et il y a rien qui est fondamentalement différent. Et aujourd'hui, même les boîtes qui se targuent d'être au top de l'UX, les Apple ou autres, c'est bien fait, mais c'est pas fondamentalement extrêmement génial par rapport à la moyenne des sites. Sur les utilisateurs, je pense qu'il y a quand même un petit effet de lassitude sur le fait que on est tellement habitué à avoir des tonnes et des tonnes d'informations, et je pense qu'il y a plein de gens qui sont blindés par rapport à ça. Ils les voient même plus en fait quand ils vont sur Internet. Et je pense que ça doit perturber positivement un certain nombre de personnes quand ils arrivent sur des sites hyper simples et hyper épurés,
et qui en fait ne cherchent pas à placer des espaces de pub. Et je pense qu'il y a une vraie vertu différenciante à pousser pour quelque chose qui va vraiment, vraiment droit au but. En disant, voilà, ce que vous voulez, c'est de l'information, voilà l'information. Ce que vous voulez, c'est la météo du jour. Ok, voilà la météo du jour, mais je vous ferai pas passer par 200 pop-up et 300 pubs pour arriver à la météo du jour. Évidemment, il y a une notion de business model qui fondamentalement est à revoir pour tout un tas de sites, mais je pense que ceux qui arriveront à s'affranchir de ça et vraiment à repenser leur modèle en disant, aujourd'hui, mon utilisateur, il n'est pas là pour avoir un moment de plaisir sur mon site, parce qu'il y a encore des gens qui disent ouais voilà la visite du site ça doit être un moment de plaisir, etc., etc. Je pense que c'est plus vrai. Alors je suis désolé pour tous les UX qui pourraient m'écouter, mais pour moi le moment il doit être le plus bref possible et le plus rapide possible. C'est un peu comme dans les magasins physiques où chez Ikea j'ai horreur de devoir faire le tour d'Ikea, de passer par tous les rayons pour pouvoir aller chercher le truc que je veux aller chercher. Il y aurait un effet Ikea sur certains sites. Il y a clairement un effet Ikea sur plein de sites et je pense qu'il y a tout un tas de gens qui seraient ravis qu'on leur dise non, tu vas là, tu vas trouver ce dont tu as besoin et tu repars le plus vite possible. Et tout à l'heure, quand tu parlais d'impact et de mesurer l'impact, ça, c'est lié à l'impact que tu as aussi sur le terminal de l'utilisateur, du coup. Ouais, complètement. Pour les entreprises dont la principale activité se déroule au travers d'un site web, aujourd'hui, l'impact des utilisateurs qui visitent le site web est très largement supérieur à l'impact que peuvent avoir les data centers qui font tourner ce site, ou le matériel réseau, ou les PC des développeurs qui vont développer ce site, etc. Donc l'impact principal sur ces sites, c'est clairement le fait que les utilisateurs le visitent. C'est rarement pris en compte et c'est bien dommage. Donc nous, on travaille dessus. On a fait le choix de dire que bah oui, ça faisait partie de l'impact. Et donc, comme si on était un magasin, on dit bah nous, ça nous dérange que les gens génèrent énormément de CO2 et autres impacts pour venir chez nous. Et on aimerait bien qu'ils fassent la même expérience d'achat, mais en étant plus vertueux. Donc en passant moins de temps au final. Alors c'est passer moins de temps, mais c'est aussi de dire est-ce qu'on pourrait pas alléger nos pages? Est-ce qu'on pourrait pas faire en sorte que l'utilisateur il ait moins de pages à traverser pour faire son acte d'achat? Donc il y a tout un tas de choses comme ça qu'on peut optimiser de façon à ce que l'expérience d'achat en elle-même soit le moins impactante possible. Ok. Pour finir, une dernière question. Est-ce que tu as des billes ou des pistes pour des entreprises qui n'auraient pas encore mis en place de stratégie Green IT? Par quoi commencer et comment mettre les choses dans le bon ordre? Pour moi, c'est déjà essayer de comprendre un peu où est-ce qu'elles se situent, essayer d'avoir une mesure macroscopique de leur impact, en se disant, est-ce que mon impact, c'est principalement les machines, les gens qui les utilisent, parce que je suis une entreprise de service lambda et que finalement, j'ai pas un gros site web, c'est plutôt l'activité des gens et leurs machines qui est impactante. Est-ce que je suis une entreprise qui fait beaucoup de calculs et dans ce cas-là, oui, c'est plutôt mes serveurs qui vont impacter. Est-ce que je suis une entreprise qui dépend de son site web? Et dans ce cas-là, ça va plutôt être le site web, et d'avoir une idée vaguement de où se situent les impacts. Et ensuite, là, je pense, un des points fondamentaux, c'est que c'est un monde assez nouveau et assez particulier. Enfin, moi, je le vois même dans ma pratique quotidienne. Il y a un tas d'infos que j'adorerais avoir, mais que je n'ai pas parce qu'elles n'existent pas. Et du coup, vraiment d'être accompagné sur le sujet quand on n'est pas en capacité d'avoir une personne en interne, vraiment de se faire accompagner par quelqu'un qui connaît le sujet et qui va pouvoir leur donner quelques clés en disant votre impact, il est plutôt comme ci, plutôt comme ça. Voilà les grosses pistes d'optimisation. A contrario, ne vous lancez pas dans tel ou tel sujet où vous pensez que c'est hyper important, alors qu'en fait c'est anecdotique. Une fois qu'on sait déjà où on se situe et quels sont les axes d'amélioration, ensuite il n'y a plus qu'à, entre guillemets, on commence à optimiser là-dessus. Et ensuite la formation et l'awareness des différentes parties prenantes, c'est quelque chose aussi d'assez important. Il y a vraiment quelques personnes clés dans une entreprise qui doivent avoir des clés. Ça fait beaucoup de clés, mais c'est par exemple les gens qui font des achats informatiques aujourd'hui, en général, ne sont absolument pas ni formés ni au courant de l'impact environnemental du numérique, et du coup peuvent avoir des décisions d'achat qui prennent
absolument pas en compte tous ces sujets-là. Et donc du coup c'est quand même assez dommage de se retrouver avec des solutions logicielles, matérielles, etc. qui peuvent être hyper impactantes, alors qu'une bonne décision d'achat, ou en tout cas d'avoir posé la question à ses fournisseurs, même si on comprend pas trop la réponse, mais déjà d'avoir posé la question et de savoir qui va poser une réponse hyper argumentée en disant oui, on a fait hyper attention, regardez, on fait ça, versus quelqu'un qui dira ah, moi j'en sais rien du tout. Bon, ça c'est déjà une réponse en soi. C'est même si on comprend pas trop ce qu'elle veut dire, il y a des indicateurs comme ça. Donc voilà, plein de choses à faire, mais surtout ne pas hésiter à se faire accompagner par quelqu'un qui sait, de façon à bien comprendre. Après, il y a pas mal maintenant de littérature qui commence à exister sur le sujet, d'aller chercher sur Internet. Il y a différents sites qui parlent du sujet, il y a des groupes de discussion. Alors je sais que sur LinkedIn, il y en a quelques-uns. Il y a plein de groupes aussi un peu plus thématiques. Alors un que j'aime bien, par exemple, c'est Designer Éthique, qui, donc là, pour les gens qui sont plutôt dans l'UX, c'est une excellente source d'informations. Il y a le groupe Conception numérique responsable. Il y a plein de groupes comme ça qui existent, où on peut aussi poser tout simplement des questions. Et des fois, c'est vrai qu'on voit des gens, ils arrivent, ils posent une question en disant je suis désolé, je pense que ma question va être complètement débile, mais je me demande si tati tata, et en fait on se dit non, il n'y a pas de question débile, c'est juste quelqu'un qui connaît pas le sujet et qui découvre le sujet, donc c'est toujours un plaisir que de leur répondre. Ok, bon écoute, merci beaucoup pour ces conseils, puis merci pour l'échange. De rien, écoute, avec plaisir. Merci Jérôme, à bientôt. À bientôt. L'épisode est terminé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, partagez le podcast autour de vous. Si vous voulez en savoir plus sur Ayrton, rendez-vous sur notre site ayrton.fr. À bientôt pour un prochain épisode.